Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Si l'ambiguïté du titre interpelle, elle se retrouvera tout au long de ce texte en y inscrivant la marque de sa légitimité ainsi que les signifiants qui la représentent. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre peu ordinaire dans un lieu chargé de sens, la maison d'arrêt. Faux pas, c'est introduit subrepticement comme réponse à un passage à l'acte. L'équivoque qui caractérise ce titre va introduire un questionnement qui va au-delà de l'histoire. Elle ouvre dans un lien particulier, à une dimension intime du sujet et de son articulation aux autres. Toutefois, cette rencontre n'était pas fortuite, elle concernait une procédure qui relevait du ministère de la Justice. Psychologue clinicienne, de formation analytique, j'ai exercé durant plusieurs années la fonction d'expert près les tribunaux. J'avais une mission: rendre compte dans un rapport spécialisé des motivations de l'acte, éclairer la justice sur la personnalité du sujet, son équilibre mental, sa responsabilité, participer ainsi au diagnostic et au jugement. L'enjeu était d'importance dès lors qu'il s'agissait de dire s'il était responsable au titre de la loi, conscient ou pas. Cette rencontre va nous entraîner aux confins de l'être humain, révéler à son insu ce qui dès l'origine laisse une empreinte, trace une histoire. Elle se prolongera avec la question des mères et de la femme bien entendu. Tout en poursuivant ce travail d'expertise, j'ai aussi assumé des consultations en dispensaire, hôpital de jour. J'aborderai dans la perspective d'où ça part, le système de transmission de ces signifiants toujours errants dans les problématiques et leurs symptômes. Cette expérience conjointe à celle de clinicienne dans les hôpitaux, secteur de la psychiatrie, m'a enrichi d'un savoir autre qu'académique. L'idée de témoigner de ce savoir que seule l'expérience nous transmet a décidé de cet écrit. Dire autrement ce qui se dissimule entre le mot et l'acte, tout en s'y faufilant, repérer le décalage entre la pensée et l'action, découvrir ce que toute rencontre recèle de part de vérité qui ne peut s'avouer, faire apparaître le caractère pathologique des actes, suggérer quelques idées pouvant contribuer à une prévention des désordres actuels que traverse notre société, voilà ce qui a orienté ce travail. Afin de cerner plus finement la question de la vérité, principalement ce qui déclenche l'acte responsable de l'enfermement, j'ai pris délibérément le parti d'introduire la clinique psychanalytique dans ce travail de découverte. Ceci dit, j'ai aussi utilisé les outils scientifiques que nous avons à notre disposition relatifs aux appréciations du potentiel intellectuel et autres. L'écueil que j'ai souvent rencontré est de l'ordre des décalages que les dialogues nous révèlent par rapport à la description des faits. Le rapport à la loi nous confronte principalement à cette ambiguïté. D'une part, le rapport des enquêtes nous renseigne sur le caractère illégal de l'acte au regard de la loi, questionne la société. Par ailleurs, le discours entendu dans la rencontre nous engage dans la dimension de la responsabilité du sujet, son rapport à la loi, dans ce qu'il peut ou ne peut pas dénouer de sa jouissance à la réalité. Chaque cas ici est singulier parce qu'il renvoie à sa propre histoire qui le prédétermine de ce fait dans sa place de sujet dans la société. De ces multiples et difficiles rencontres, j'ai voulu souligner le caractère fondamental de la parole de ce lieu énigmatique qui la produit et la structure. D'où ça part? Comment la pulsion qui l'anime est le fait de l'altérité, de l'événement, de l'environnement, et sans doute aussi de l'effet de transfert. Dans ce qui se répète, c'est toujours le même circuit, l'immédiateté d'une rencontre, une émotion, fulgurance du ressenti en lien avec ce qui est réactivé de l'archaïque. C'est souvent une violence, parfois meurtrière, que déclenche une frustration, un empêchement à une jouissance, en tout cas quelque chose qui entrave une élaboration plus accommodante de la réalité. Toutefois, le symptôme s'annonce toujours par un petit signe souvent incohérent, difficile à traduire parce qu'il vient de loin à la racine de l'événement qui le cause. D'où ça part? Lieu mythique d'accès compliqué détient toute l'histoire de l'individu, son héritage générationnel avec lequel il se présente à nous. Première partie sur l'expertise. Au préalable, je voudrais revenir sur ma fonction d'expert. L'imprimé du ministère de la Justice précisait en ces termes notre mission. Nous avions à éclairer le juge sur la personnalité du sujet, ses motivations, pour comprendre l'acte qui le concernait. Ce terme d'éclairer, outre le sens général, m'évoquait la caverne de Platon. Y voir clair dans ce qui est et demeure en partie obscur pour rendre la justice.
L'échec de la caverne à renseigner sur l'énigme de l'être m'évoque un autre lieu tout aussi obscur, d'où ça part, lieu incontournable qui n'est autre que l'inconscient. Freud l'imagine comme une chambre noire, afin d'en souligner le caractère voilé, obscur du contenu et la difficulté à en décrypter le sens. Lacan le désigne comme le trésor des signifiants. Ceux qui sans doute sont à l'origine des premières inscriptions, mais qui ne se manifestent qu'à travers un réel qui vient les surprendre. Ce réel, souvent traumatique, va permettre de retrouver sous la férule du signifiant une trace, de produire une parole au plus près de la vérité. L'adolescence. J'ai exercé pendant 17 années cette fonction d'expert près des tribunaux. Intrigué par le caractère compulsif, répétitif d'expressions retrouvées dans bon nombre de cas, j'ai sélectionné quelques 200 dossiers. L'idée était d'identifier le signifiant qui donne un sens commun, susceptible de traduire l'excès ou le défaut de ces personnalités déséquilibrées. Dans les dossiers que j'ai retenus pour ce travail, j'ai remarqué que ce qui se répète inlassablement, c'est d'abord la question du rapport à la loi. Vient ensuite l'originalité des éléments personnels livrés lors de l'entretien, ceux qui nourrissent la clinique, mais ne vont pas toujours dans le sens de ce que la justice attend de nos rapports. À nous de démêler le nœud des histoires. Le projet était de faire apparaître ce qui reste fondamentalement inscrit dès la naissance, ce qui va constituer le sujet dépendant ou libéré, dynamique de l'humain peu variable, quelles que soient les époques et les modes de vie. L'actualité nous inonde de drames individuels et collectifs. Elle témoigne d'une escalade de la violence, de passage à l'acte qui déstabilise la société et menace nos libertés. En dépit de l'évolution, que ce soit du point de vue technologique ou des mœurs, nous restons prisonniers d'un variant qui nous déborde et dont nous n'avons toujours pas traversé le point d'orgue. Repérer et comprendre le système de liens favorable aux symptômes, à ses manifestations, saisir son enracinement, sa participation dans les passages à l'acte exige à la fois la rigueur et une attention constante, susceptible d'aider à la recherche de la vérité, d'apporter un éclairage au système éducatif. Ce sont tous les cas que je vais déplier, qui nous offrent la lecture du symptôme. Ils nous réservent une autre appréciation des cicatrices jadis inscrites, témoins de toutes ces émotions éprouvées. Plaisir, chagrin, rejet, déception, révolte. Ces marques ineffables inscrites en priorité vont nous permettre de suivre le cheminement du sujet, d'apercevoir le brouillage qu'elles occasionnent dans son parcours. C'est le sens de ce travail d'observation, d'analyse et d'écriture. Aller plus loin que la recherche des motivations profondes sur lesquelles la justice nous demande un avis, suppose un détour par l'inconscient. Pour éclairer ces zones obscures, nous ne pouvons pas faire l'économie de découvrir l'être humain dans ce qui le constitue depuis sa naissance. Son histoire s'inscrit bien sûr dans celle de sa famille, son environnement. Cet aspect de la recherche est très important pour nous experts. Il nous aide à faire la lumière sur le problème de la responsabilité, l'approche de la vérité, la problématique du mensonge, à déjouer les effets des mécanismes de défense qui infiltrent les argumentations. La majorité des sujets que j'ai rencontrés, ce sont des adolescents déjà engagés dans la marginalité, voire la délinquance. De nombreux faux pas les avaient entraînés dans des dérapages, des chutes dont ils avaient du mal à se relever. La plupart ce sont des adolescents en déshérence, en échec scolaire, révoltés contre tout système contraignant, la loi bien sûr, l'autorité si ce n'est celle d'un chef de groupe, instigateur d'un idéal auquel ils adhèrent. D'où ça part. La violence de leurs revendications témoigne de l'ambiguïté du mal-être et de l'impasse dans laquelle ils se sont fourvoyés. Le contenu et l'originalité de leurs propos, leur tonalité agressive expriment une agitation psychique qui voudrait bousculer le temps, imposer sa loi, son langage. Comme le dit si bien Philippe Lacadet, à propos de l'adolescence, dans l'éveil et l'exil. Pour bien saisir l'enjeu de cette étape, il utilise cette formule que je lui ai empruntée, d'où ça part. Situer ce moment de l'adolescence où tout est repris des inscriptions premières, pour trouver une articulation et décider des orientations nouvelles, est un moment décisif. Pontalis questionne autrement ce lieu secret. Il évoque la pluralité d'espaces psychiques où ça se passe. Je retrouve dans les entretiens ce phénomène de presse, ils sont pressés, excités, ne tiennent pas en place. Il y a chez eux une volonté d'épater, mais aussi de s'isoler,
en utilisant un langage original qui les distingue du langage commun. Si ce langage qu'ils inventent les isole, ils s'y accrochent comme à un rêve impossible qui leur sert sans doute aussi de béquille face à un vide. D'où sa part fuse un discours d'arrogance et d'ambivalence qui met en lumière ce passage obscur souvent périlleux pour le sujet dans sa quête de liberté, ses revendications, ses conflits. Confrontés à la loi, aux conséquences de leurs actes délinquants, à leurs responsabilités, ils sont démunis. Il y a chez la plupart une impossibilité à comprendre ce terme de responsabilité. Leur révolte s'entend comme un credo, un appel désespéré à un autre souvent absent. Ce qu'ils disent alors, ils n'ont pas demandé à venir, ce n'est pas leur faute. Ceci dit, l'appel souvent désespéré s'adresse à une femme, la mère. Nous développerons plus loin cet appel à la mère, maman. L'absent, c'est le père. Le salaud inexistant en tant que repère, parti en voyage, il échappe de ce fait à la charge agressive des revendications. Ils sont géniaux dans l'utilisation de la voix et du regard pour faire savoir là où ils sont dérangés et en souffrance. Dans la relation duel, ils sont extrêmement sensibles à la tonalité de la voix, elle les exaspère ou les ferme à une confrontation. Il suffit d'un certain regard pour modifier rapidement leur attitude violente ou culpabilisante. C'est toujours dans un rapport à l'autorité et à la loi que s'exprime ce mal-être fondamental. Comme ils sont dans une méconnaissance de cette agitation interne qui les submerge, ne pouvant y reconnaître d'où elle vient, le corps reste le messager privilégié de cette révolte interne. Si la mère reste la seule branche à laquelle se raccrocher, cette demande est toutefois ambiguë. Ils veulent la protéger tout en méprisant dans un reproche sévère le choix qu'elle a fait du géniteur. Mais pourquoi a-t-elle choisi un homme aussi nul ? Disent-ils. En dépit du sentiment de trahison, de déception qui les taraude, on aperçoit l'effet ravageur de ces absences, le manque d'un modèle, le tiers qui fait coupure. Pour quelques-uns le reproche est atténué, ceux qui peuvent bénéficier d'un discours maternel où un homme avait compté pour elle. Pour d'autres, issus d'une famille structurée, c'est la révolte à propos des contraintes imposées par le système éducatif, le désaccord avec le mode de vie, le refus de l'autorité. L'opposition se signe dans les passages à l'acte. Les mobiles sont vol, fugue, violence, échec scolaire. J'ai été confronté également à une problématique un peu différente, qui interpelle notre société. Certes, nous sommes toujours dans le passage à l'acte, mais celui-ci relève d'une pathologie dont le seuil reste difficile à appréhender. Il se distingue quelque peu de celui de la délinquance. Leur mal-être les situe, comme s'ils étaient posés sur des bords fragiles susceptibles de s'effondrer. On les désigne souvent comme état limite. Ces jeunes, sans être à l'abandon, ni d'un milieu défavorisé, sont en équilibre précaire. Les failles se signalent prioritairement par l'angoisse, la colère, parfois l'extravagance dans le refus de la loi. Ils sont comme des funambules dans un numéro d'équilibriste, cherchant à traverser sur un fil le vide qui le sous-tend. Des carences trop importantes ont raison de leur vulnérabilité. J'en ai rencontré un certain nombre dont les symptômes pouvaient se confondre avec la psychose. Les nuances se font au niveau de la qualité des étayages. Ceux qui favorisent l'inscription laissant des traces parce qu'ils ont été confrontés à une castration, contrariés dans le plaisir, l'autre est interpellé, ceux où l'effet de sidération fixe l'émotion mais en saborde l'impression, il y a un effacement qui laisse comme un blanc. J'ai trouvé à ce propos un écho particulièrement riche en observations, une analyse remarquable sur la psychose dans le livre de Francesca Biagichet, Le Calandru à la lumière de la psychanalyse. J'y reviendrai plus loin dans l'analyse des cas. Ce livre a été un appui encourageant relatif aux problématiques déjà rencontrées dans ma pratique, que ce soit au niveau de la clinique, mais aussi des questions que pose l'expertise. Dans l'analyse du Calandru, Francesca Biagichet met en lumière la difficulté d'appréhender la psychose. Ceci dit, elle pose aussi la question de la place de la maladie mentale dans notre société. C'est précisément cet aspect sociétal que je souhaite questionner dans ce témoignage. Connaître le fonctionnement mental d'un individu, comprendre les signes qui peuvent alerter d'un trouble concerne le domaine de la psychiatrie du soin spécifique. Actuellement, il me semble que la psychiatrie ne dispose plus de moyens suffisants pour assumer ce rôle. Notre époque est traversée et dominée par un changement de rythme. Rapidité et efficacité se soldent dans ce domaine de la thérapie par une régression de la prévention, parce que justement,
La temporalité, élément majeur du soin en psychiatrie, est trop négligée et contestée. Rencontrer un patient, l'écouter, lui permettre d'élaborer sa souffrance demande du temps. Les raccourcis ne sont pas toujours judicieux, ils se privent de détails pertinents. D'où sa part va nous aider à retrouver le signifiant exilé qui peut indiquer le seuil, trouver la limite. La clinique met en évidence ce qui fait signe et se répète, en dépit de la modernité et des époques. Elle permet de repérer ce qui invariablement sollicite la pulsion, reste consubstantiel à la vie et à la mort, inscrivant des limites, des impossibles, ce que Lacan nomme la castration. Acte clinique qui nous préserve de la folie meurtrière, en assurant par là même la prévention. Dans l'esprit et le prolongement de cette recherche va s'inscrire la question des mères et celle de la femme. Ces questions vont bien entendu interpeller le père. Pourquoi Lacan insiste sur cette fonction de la nomination, cet aspect du prononcé de la loi par le père et par l'institution, si ce n'est pour nous faire entendre comment le désir se faufile au gré de la rencontre, tisse son lien, impose sa loi. Notre degré de liberté reste tributaire de ce processus mental. Dans un passage sublime concernant la signature, Anne Durand évoque la question de la loi et du désir. Il s'agit d'un livre captivant, riche en informations, La mort dans l'âme. Enquête à propos de l'étrange signature de Michel-Ange sur sa Pietà. En soulignant l'absence du père, elle montre combien le chemin est difficile pour concilier le désir, la loi et l'interdit. Cette expression a résonné dans mon texte. J'y ai souvent commenté les effets dommageables de certaines absences. Faux pas ou l'équivoque. L'équivoque ouvre d'emblée sur différentes interprétations. Du jeu de mots au sens commun ou particulier, il nous fait entrevoir, outre l'ambiguïté, la complexité qui recouvre ce terme. Rappelons que nous sommes dans le registre du passage à l'acte du plus banal au plus dramatique. Deux hypothèses sont possibles, faux pas chuchote à la fois l'interdit, la transgression. Il serait alors de l'ordre du trébuchement qui peut entraîner la chute. Pour le sujet en face, Luc, auteur de faux pas que nous retrouverons plus loin, ça ne fait pas de doute, ce n'était qu'un faux pas, pas grave, mais un acte qu'il n'a pu réprimer. Du registre de l'interdit de la transgression, Luc va parler avec accablement, il l'exprime en ces termes, « Je sais, je n'aurais pas dû. Il ne fallait pas que j'y aille, que je suive les autres. » Certes la faute résonne, d'où vient-elle ? Quel signifiant a animé la pulsion ? Il dit encore, « Je n'aurais pas dû les écouter mais j'ai suivi, je n'ai pas pu faire autrement, c'était plus fort que moi. » Qu'est-ce qui a manqué pour contrarier la pulsion ? Ces termes, c'est plus fort que moi. Nous les retrouvons régulièrement pour parler de l'inconcevable, mais surtout du manque ou de l'effacement de la règle. Outre ces explications, pour aller dans le sens de la théorie qui scrute le sens, il y a dans faux pas un échec de la prise de la loi dans le signifiant. Dans fausa se signe la faille, le défaut où la loi ne peut faire coupure pour disposer de l'interdit, elle vient s'incarner dans le corps qui met en acte. On peut aussi l'écrire de cette façon. Le faux pas au lieu du faux pas, faute de pouvoir s'inscrire dans le registre symbolique de la faute, registre de la culpabilité du surmoi. Il va mettre en acte corporellement, céder dans la transgression voire la jouissance. Jeu tragique entre la faute et le faux pas, entre l'interdit et le passage à l'acte comme la mise en acte de l'impossible symbolisation du faux pas. Qu'est-ce qui fait barrage au signifiant de l'interdit ? Que manque-t-il ? L'écriture met en évidence ce qui différencie la symbolisation. Entre faux pas et faux pas, on pourrait dire qu'il y a ce T qui passe sous le X qui se met à se taire, dissimule l'interdit, élude la faute en lui donnant la légitimité insignifiante du pas de côté. Mettre sous X, cela peut vouloir dire masquer l'origine, c'est du côté de l'innommable, là où Lacan situe la prise du réel sur les corps et sur les noms. Faux pas parle à la fois du corps et de la loi, de leur impossible prise ici dans les deux registres. Ce qui fait traumatisme va s'illustrer dans l'enchaînement des passages à l'acte, du plus simple au plus grave. La rencontre avec l'auteur de Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.